Alors, pour vous expliquer un petit peu d'où je vous parle, effectivement, je suis inspecteur et inspecteur dans une discipline, les sciences de la vie et de la terre. Mais au-delà de cela, j'exerce les missions après doyen de délégué académique à la pédagogie. Et dans ces missions, que j'exerce depuis 4 ans, il y a effectivement la mission de mettre en place les SP depuis 4 ans, donc ça correspondait parfaitement bien. Et depuis, dès la création des SP, mon recteur m'a demandé auprès du directeur de l'ESP, Christophe Jung, qui est ici présent, de constituer, de participer à la création de l'ESP sous tous ses aspects, y compris les instances, mais surtout sur un aspect qui m'est plus cher, sur le fonctionnement même de la formation initiale et de ses liens avec la formation continuée, pour reprendre le propos de ce matin. Donc j'ai participé avec le directeur de l'ESP à mettre en place différentes équipes intercatégorielles, interdisciplinaires, interdegrés, de liaison entre l'université et puis l'employeur, comme on le dit, le rectorat, donc à des équipes dites plurielles, de façon à mettre en place l'un des objectifs majeurs de cette réforme de l'enseignement de la formation initiale, qui est effectivement l'entrée progressive dans le métier, avec une intégration de la composante métier dans cette formation initiale. Donc dès le départ, il a été question de construire le dossier d'accréditation et de définir finalement la structuration des enseignements à l'ESP. Alors, mon implication dans cette partie-là de la mise en œuvre a été limitée. Je dois dire que même s'il y a eu des équipes plurielles constituées, d'inspecteurs de différentes disciplines, constituées d'enseignants-chercheurs, constituées de formateurs de l'ex-IUFM réunis en faculté de l'éducation sur Montpellier, de professeurs également, notamment les professeurs formateurs dont je vais parler tout à l'heure, les fameux PFA, et puis également des autres représentants du monde professionnel, c'est-à-dire des chefs d'établissement. Alors même si les équipes plurielles contenaient effectivement cette diversité de représentation, voire de sensibilité, voire de culture, la fabrication des maquettes de formation, il faut bien le dire, et ce n'est pas un regret de ma part, ça a été quand même surtout le fait de l'université. Donc les maquettes, elles sont constituées par l'université. Après, l'intérêt de ces équipes plurielles, ça a été le fait que les professionnels étaient informés, participaient finalement à l'exposé de ces maquettes de formation. Et sans limiter la coopération entre profession et formateurs, sans la limiter, cette coopération, il n'est pas complètement interdit quand même de dire qu'il y a certaines prérogatives, par exemple sur la fabrication des maquettes, et d'autres prérogatives, par exemple sur le recrutement des PFA, par exemple, qui existent réellement. L'intérêt de ces équipes plurielles réside, et c'est une première idée intéressante, réside aussi dans le fait qu'on s'explique et on se présente les choses telles que nous les pensons et on les met en œuvre ensuite de manière fonctionnelle. Alors, par la suite, passé ce temps de construction des maquettes, les équipes plurielles ont été de manière plus ambitieuse constituées. J'attends que notre collègue Bernard Chingiron s'installe. On m'avait dit que je rentre discrètement. Eh bien, c'est perdu. Donc, ces équipes plurielles se sont installées un petit peu à la demande. C'est-à-dire, quand un problème se présentait, par exemple, la définition, plutôt l'identification des compétences un petit peu manquantes à un fonctionnaire stagiaire et la nécessité de définir un parcours adapté. Bien voilà, sur un sujet comme celui-là, les parcours adaptés, manifestement, il a fallu à la fois
une observation et une compétence des inspecteurs, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, et puis les compétences des enseignants-chercheurs responsables de parcours ou responsables d'unités, pour les identifier, ces compétences manquantes, et pour définir finalement ces parcours adaptés. À ce moment-là, et donc progressivement, et sur des sujets généralement bien identifiés, circonscrits, les équipes plurielles se sont constituées. Certaines équipes plurielles, d'ailleurs, se sont créées historiquement, et puis elles ont disparu. J'en cite une, par exemple, une équipe plurielle autour de l'intégration du numérique. Eh bien, elle est apparue rapidement, cette équipe plurielle. Elle a nécessité la participation d'une diversité de personnel. Et puis, au bout d'un moment, les choses se sont installées et il n'y a plus besoin de faire fonctionner cette équipe plurielle. Donc, elle ne se réunit plus, celle-là. Elle est remplacée par d'autres équipes plurielles qui sont apparues, par exemple, je vous donne un autre sujet, les missions des professeurs formateurs académiques. Progressivement, c'est apparu comme une nécessité de s'entendre sur ces missions-là et savoir ce qu'en attendait le supérieur et savoir ce que le rectorat pouvait proposer. Donc vous voyez cette idée que les équipes plurielles constituent un objet bien pratique. Je crois que Mme Ronzeau en a parlé ce matin. Un objet bien pratique à mettre en place en écho ou en complément à des instances qui sont beaucoup plus formelles, le conseil d'école, le COSP, enfin toutes ces instances qui sont prévues dans les statuts de l'ESPE, mais qui, et pardonnez du peu, sont quand même un peu lourdes à mobiliser, un peu contraintes du fait de la nécessité d'une représentativité. Vous voyez, c'est un petit peu lourd parfois à mettre en œuvre. À l'opposé, les équipes plurielles, elles sont très mobiles, parfois labiles, elles se mettent en place, elles se défont, elles produisent, les sujets clairement identifiés sont traités, on répond à une question et puis voilà. Alors mon expérience porte surtout sur ces dernières équipes plurielles et pas trop sur l'équipe plurielle, enfin, censée être plurielle, qui a contribué à définir les maquettes. Mon collègue tout à l'heure pourra en dire quelque chose et nous sommes convenus d'être complémentaires sur ce sujet-là, sur ce point. Donc cette première idée de quelque chose de pratique, intégrant l'idée aussi de la diversité des partenaires de cette, enfin pas des partenaires, des participants à cette équipe plurielle. J'ai cité les enseignants-chercheurs avec leur fonction de responsable de parcours ou bien leur fonction de responsable d'unité de formation. Ça veut dire que ces enseignants-chercheurs coordonnent avec un inspecteur référent, donc on a un petit peu deux entités qui représentent qui la formation initiale, qui, enfin le côté universitaire, qui le côté professionnel, coordonnent le travail des acteurs de la formation initiale. Donc finalement, il existe effectivement, après la création des maquettes, des équipes plurielles qui fonctionnent pour le suivi des apprentissages. Et dans ces équipes plurielles, il y a effectivement les enseignants responsables d'unité, il y a les formateurs de l'ESPE, enfin, oui, il y a les enseignants du second degré, pardon, du premier degré et du second degré, c'est-à-dire les enseignants du scolaire, des chefs d'établissement en charge de suivre les progrès et finalement le parcours des fonctionnaires stagiaires ou bien des étudiants quand il s'agit du M1. Donc une diversité, je disais, de partenaires, une diversité qui, pas de partenaires, de participants, une diversité qui est cadrée, qui est structurée par ce duo que constitue l'inspecteur référent et le responsable de parcours. Alors je vous dis ça, j'ai bien conscience que c'est sur l'Académie de Montpellier que ça fonctionne comme ça, hein. Après, les quelques échanges que j'ai eus dans le cadre du respect d'ailleurs avec d'autres académies m'invitent à penser que ce n'est pas quelque chose de rare
c'est assez régulièrement mis en place, mais avec des modalités et des spécificités variables. Une autre idée autour de la diversité des thématiques et de leur caractère périodique. Progressivement, les équipes plurielles se mettent en place en fonction des besoins, je l'ai dit tout à l'heure déjà, hein. J'ai évoqué par exemple la mise en place d'une équipe plurielle pour les parcours adaptés. Alors, nonobstant, cette équipe plurielle, elle est cadrée par la commission des parcours adaptés, qui, elle, est une instance tout à fait constitutive des SP et dirigée par le recteur. Et je disais tout à l'heure à propos des parcours adaptés qu'ils étaient surtout réalisés par les universitaires. Dans chaque parcours, le responsable de parcours donc identifie, après une enquête auprès des fonctionnaires stagiaires, identifie les manques. Cette enquête, elle est réalisée elle-même en début d'année, et un petit peu comme ce que vous disiez, M. Jakubowski, sur ce qui est fait dans le cadre à Lille, dans le cadre de la formation. Finalement, il y a des regroupements. Bon, il y a un regroupement, effectivement, sur Montpellier dans la première semaine préparatoire à OM2. Au cours de cette semaine, il y a un temps de réserver à la fois aux inspecteurs et aux responsables de parcours pour repérer les compétences. Alors, est-ce que ça s'appelle une équipe plurielle ? Je ne suis pas sûr. J'aurais tendance à confondre volontiers la notion d'équipe plurielle avec la notion de coopération entre le monde professionnel et le monde de la formation initiale. C'est finalement de cela dont il est question, hein. Voilà donc pour ce premier exemple d'équipe plurielle ou de coopération. Un deuxième exemple est l'équipe plurielle constituée par le responsable de parcours avec les formateurs et avec les inspecteurs et voire les professeurs au sein même d'un parcours. Donc je vais insister ici sur le caractère disciplinaire, avec cette idée qu'il y a une pluralité dans les équipes plurielles. Donc on est quand même dans la récurrence, voire dans la redondance. C'est-à-dire que d'une équipe plurielle à une autre, il y a des différences de fonctionnement. Ces différences de fonctionnement, elles relèvent à la fois des individualités. Un responsable de parcours ne fonctionne pas nécessairement comme son voisin responsable d'un autre parcours. Il en va de même pour les inspecteurs. Il en va de même également de la culture à l'intérieur d'une discipline. Par exemple, sur les STI, le partenariat avec le monde professionnel est très marqué. Eh bien, ça se retrouve dans l'équipe plurielle STI. Je sais que mes collègues inspecteurs et professeurs coopèrent très très bien et de manière multiple avec les formateurs en formation initiale. Et je pense que ça relève d'une culture... Il me reste une minute. Waouh. D'une culture de discipline. Alors, d'autres exemples, en une minute ça va être difficile. La question qui est apparue récemment, non pas si récemment, parce que ça fait 2 ans quand même que c'est apparu, pour identifier les PFA, les professeurs formateurs académiques dans le second degré, et donc les maîtres formateurs ou bien les conseillers pédagogiques dans le premier degré. Rapidement, l'université s'est rendue compte de l'usage qu'il pouvait tirer, et du bénéfice plus exactement, l'usage c'est pas très beau, du bénéfice qu'il pouvait tirer de ces PFA. Finalement, l'institution met à disposition des universités un personnel un petit peu, comment je peux dire, avec de nouvelles compétences, les compétences professionnelles, et un personnel qui était un peu captif. Ce personnel, il est déchargé, il y a du temps qui est réservé. Alors ce temps, il était à la disposition des recteurs et donc des politiques académiques.
Et les universités se sont rapidement rendues compte qu'ils pouvaient compter sur ces professeurs et qu'ils pouvaient y compter même au-delà de ce qui est indiqué dans la fiche de poste finalement nationale des PFA et qui est relatif aux visites et notamment aux visites formatives. Donc les PFA peuvent aller jusqu'à prendre en charge des formations, aussi bien M1 que quand M2. Pour cela, il faut s'accorder. Bien, c'est le rôle de l'équipe plurielle de bien définir à l'intérieur d'un parcours ce que fera un PFA, jusqu'à quelle hauteur il va intervenir dans une formation universitaire, par quoi et jusqu'à quelle hauteur il va compléter son service avec des formations, avec des visites formatives, etc. Un dernier point peut-être sur les choses qui sont et je termine, sur les choses qui sont en cours. L'équipe plurielle du tronc commun. Tronc commun par soi-même, c'est un peu évident, puisque c'est commun, on est plusieurs, et il faut se parler. Eh bien, sur l'Académie de Montpellier, le tronc commun est fait en établissement. Tous les mardis après-midi, les chefs d'établissement, les corps d'inspection mais surtout les chefs d'établissement coopèrent avec les formateurs de l'ESPE pour définir pas seulement un process, mais des contenus de formation. Donc ça apparaît très très bien. Bon, il y a quand même des anicroches ici et là. Tout ne fonctionne pas aussi bien que je veux bien l'espérer. Mais enfin, on y œuvre. Il reste à faire les équipes plurielles pour étudier la continuité avec la formation continue. Tout est à faire là. Je suis désolé que je n'ai pas le temps de pouvoir répondre aux professeurs représentants syndicaux de ce matin, puisque pour identifier les besoins en formation, ça serait bien que à l'issue de la phase de titularisation finalement, lors de la titularisation, les inspecteurs puissent identifier quelles sont les compétences qui sont acquises, celles qui ne le sont pas, non pas dans un but de sanctionner et de dire vous êtes titularisé ou vous ne l'êtes pas, mais dans le but de prévoir la formation à venir en T1, en T2, voire en formation continue. Voilà, donc il y a d'autres sujets, mais